Salut les gens! Aujourd'hui on parle d'un monsieur grenouille tueur de 3D dégueulasse et oui, ça résonne par ici. Bienvenue tout le monde! Alors déjà, désolé pour cette qualité audio ma foi toute pourrie, je l'ai évoqué sur Twitter, mais pour que tout le monde soit au courant, je leur dis ici, je suis en plein déménagement, et si ça résonne, c'est tout simplement que j'enregistre cette chronique dans mon appart entièrement vide. T'abuses là, on avait dit que c'était moi qui raisonnais. Oui, bah hein. Donc voilà, cette semaine on s'attaque à l'étrange créature du lac noir. Ce film, je l'ai cité vite fait dans l'épisode sur l'homme qui rétrécit, du temps où je me droguais encore. Et oui, le film a lui aussi été réalisé par Jack Arnold, et du coup je ne vais pas refaire la bio du gars. Sorti en 1954, 3 ans avant l'homme qui rétrécit, il est l'adaptation d'une histoire de Maurice Zimm. Histoire elle-même adaptée d'un récit de William Halland, sous le titre de The Sea Monster, dont l'inspiration principale fut La Belle et la Bête. Oui, ça en fait du chemin pour une seule histoire. Alors pourquoi vous voulez pas voir ce film? C'est moche? Quoi c'est moche? C'est tout ce que t'as à dire? Oui, c'est moche. Mais c'est pas si mal! Spoiler alerte. Ça va être assez court, l'histoire n'est pas très compliquée. Une équipe de chercheurs part pour rejoindre une expédition située en pleine Amazonie. Sauf que, malheur, une fois sur place, nos amis se rendent compte que le groupe s'est fait massacrer par on ne sait quoi. Nos héros décident donc de mener leur enquête. Partant vers un lac, ils finissent par rencontrer une créature horrible, mi-poisson, mi-homme. Et remis-ours derrière. Celle-ci tente plusieurs attaques et on se rend compte assez vite que c'est la femme de l'expédition qui est convoitée. Cette dernière se fait finalement kidnapper, mais est très vite retrouvée par son chéri et la bête finit tuée. Voilà. J'avais bien dit que ça allait être court, hein. Le spoil est fini. La 3D, parlons-en. L'épisode va surtout tourner autour de ça. La 3D pour ce film est très importante. Il a été écrit, mis en scène et cadré pour la 3D relief. Et pourtant, si j'ai un conseil à vous donner, ce serait de ne pas le regarder en 3 dimensions. Je suis désolé, mais là c'est le militant anti-3D relief qui va parler. Mais ça concerne surtout les films actuels. La 3D, qu'est-ce que c'est? Déjà, on devrait plus parler d'illusion de relief. Pourquoi illusion? Car il ne s'agit pas ici de vraies 3 dimensions. Les hologrammes dans Star Wars sont en 3D. Je vais vous illustrer ça avec un petit schéma personnel. Dans le cas d'un véritable objet situé dans l'espace, vos yeux focalisent sur l'objet en question. De ce fait, vous pouvez tourner autour de l'objet et votre cerveau saura très bien qu'il reste au même endroit. Dans le cas d'une photographie, ou d'un film, peu importe, vos yeux cette fois focalisent sur l'écran. Et donc, d'un côté de la salle, votre cerveau aurait l'impression que le sujet se situe à un tel endroit, et de l'autre côté, votre cerveau aurait cette fois-ci l'impression qu'il se situe à un endroit tout autre. Voilà pourquoi il s'agit d'illusion de relief et non de véritable 3 dimensions. Il existe plein de technologies 3D différentes. Déjà du temps de Da Vinci, je prononce Da Vinci parce que c'est trop mainstream de dire De Vinci, toi-même tu sais, celui-ci expérimentait la stéréoscopie croisée et parallèle, qui consistait en le placement de 2 images bien distinctes, l'une à côté de l'autre, pour ensuite loucher ou décontracter ses yeux afin de les mêler en une troisième en relief au milieu. Plus tard, on inventa la fameuse 3D anaglyphe. Le principe est toujours le même, 2 images légèrement décalées à la prise de vue, mais cette fois-ci combinées en surimpression, surtout afin de ne pas trop fatiguer les yeux. Ensuite, au moyen de filtres généralement magenta et cyan, chaque image était visible par un seul œil. Ce système marchait plus ou moins et c'était assez artisanal comme procédé. Puis, plus tard, on utilisa la technique de la polarisation. Un système assez complexe utilisant la différence d'orientation de l'onde lumineuse. Mais bon, j'en parlerai pas ici, on va pas faire un cours d'optique. Le film, lui, même s'il fut dans un premier temps distribué au moyen de la technologie 3D polarisée, fut bien plus projeté usant du procédé de l'anaglyphe. Bah oui, ça permettait aux petites salles non équipées de le jouer. Bon, on va mettre tout ce que je viens de dire dans un coin de notre tête, et je vais juste digresser un peu pour pointer du doigt le gros problème de l'anaglyphe. La balance des blancs, qu'est-ce que c'est? C'est en photographie le réglage de la température couleur d'une prise de vue. Cette température couleur se mesure en degrés Kelvin. Une photographie peut tirer sur le bleu, température couleur froide aux alentours des 10 000, 15 000 degrés Kelvin, et inversement sur des couleurs chaudes, orangées, vers les 1000 degrés Kelvin. La balance des blancs est un facteur très important à prendre en compte avant de faire une photo. Notre cerveau lui aussi fait sa balance des blancs en temps réel. Ainsi, vous pourrez faire ce test chez vous en plaçant par exemple un filtre rouge devant l'un de vos yeux pendant une quinzaine de minutes. Votre cerveau, pendant tout ce temps, tentera de compenser cette température anormalement chaude que votre œil capte en baissant la température couleur de l'image qu'il restitue à votre esprit. Résultat des courses, lorsque vous retirez le filtre, vous constatez que votre œil voit tout ce qui l'entoure teinté de bleu, tandis que l'autre continuera à voir normalement.
Maintenant, regarder 5 minutes de film en 3D anaglyphe, c'est bien sympa, mais le regarder en entier va vous demander un putain de temps d'adaptation et de mal de crâne le temps que votre cerveau fasse ses réglages. Et une fois le film fini et vos lunettes enlevées, l'épopée psychédélique ne fera que commencer. Heureusement, l'anaglyphe n'est plus du tout utilisé au cinéma, et les raisons qui me poussent à haïr la 3D actuelle sont tout autres. Mais la 3D n'a pas que des mauvais côtés. Et la chose la plus impressionnante la concernant est son histoire. Nombreux sont ceux qui voient le relief comme quelque chose de moderne et technologique. Non! Je le disais déjà, Da Vinci réalisait certaines expérimentations en 3D, au XVe siècle donc. Dans le milieu de la photographie, eh bien c'est dès son invention que la technique fut mise en œuvre en 1839. Le procédé anaglyphe fut imaginé et développé par plusieurs Français. Charles-Joseph d'Almeida présente l'idée à Paris en 1858. Plus tard, Louis Ducrot, connu pour avoir inventé la photographie couleur, mettra concrètement cette idée en pratique. C'est lui qui inventera l'anaglyphe. D'Almeida créera par la suite le premier projecteur diapositive anaglyphe. Et c'est Louis Lumière lui-même qui l'adaptera au cinéma. Eh ben, Oui, les Français ont inventé plein de choses. Mais bon, stop. Il faudrait que je fasse un épisode spécial 3D et c'est pas le but. Le film dont on parle marqua énormément la pop culture. Comptant pas moins de 3 suites, le film entra dans le panthéon du classique hollywoodien. À tel point que la scène ultra méga archi connue du film 7 ans de réflexion, réalisée par Billy Wilder, dans laquelle Marilyn Monroe passe au-dessus d'une bouche de ventilation soulevant poétiquement sa robe, réserve un dialogue spécialement dédié à ce film. tes phrases sont trop longues. Sorte de critique ouverte, la scène se déroule justement à la sortie d'une séance de cinéma. Marilyn et son acolyte joué par Tom Howell échangent leur point de vue à propos de l'étrange créature du lac noir. Autre petite anecdote, lors d'une interview, Lady Gaga confessa qu'il s'agissait de son film préféré. Mais bon, je sais même pas pourquoi je dis ça, qu'elle ferme sa gueule, déjà, ce sera bien. T'es sûr que tu veux te mettre à dos tous ces fans? Bah, je fais confiance en mon public. Le design de la bête fut imaginé par le réalisateur lui-même et fut directement moulé sur le corps des acteurs, les empêchant de grossir durant le tournage. Je dis bien les acteurs, étant donné que ceux-ci furent 2 pour endosser le rôle de la créature, Ben Chapman et Riku Browning, ce dernier jouant le monstre lors des prises de vue sous-marines. Étant nageur olympique, cela aida en effet. Les 2 acteurs ne furent par contre même pas crédités au générique, le studio voulant faire croire à un véritable monstre. Enfin, notons aussi que ce film fut l'une des principales inspirations de mise en scène pour Spielberg et ses Dents de la Mer. Les prises de vue sous-marines sont tout droit tirées de ce film. C'est tout pour aujourd'hui. En bref, regardez-le, il est pas si mal. Merci à tous d'avoir regardé, laissez un pouce en l'air si vous avez aimé, partagez si vous avez pris votre pied, n'hésitez pas à commenter si vous avez des trucs à rajouter, et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous. Maintenant, quelques petites infos. J'aime bien donner des infos à la fin de mes vidéos. Je vous l'ai dit, je suis en plein déménagement. Tout ça est assez stressant pour moi et ne m'en voulez pas si cet épisode a été un peu différent des autres. Le temps que je m'installe de nouveau chez moi, je risque d'être beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux. Déjà parce que j'aurai plus internet pendant un temps, puis parce que j'aurai plein de choses à faire. Mais pas de panique, les épisodes continueront de sortir comme prévu. Donc voilà. Je vous le répète encore et toujours, merci de votre soutien. N'oubliez surtout pas que c'est vous qui faites vivre la chaîne et que sans vous et vos commentaires, sans vos partages ni vos j'aime, on n'en serait pas là où nous en sommes aujourd'hui. Alors je compte sur vous pour continuer à faire connaître l'émission. Et il fallait que je remercie très personnellement un certain Elliot. Non, pas moi, mais comme moi. Je vous invite à aller sur son profil SoundCloud, dont le lien est dans la description. Il crée de super titres et c'est un mec super bien. De mon côté, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. En attendant la prochaine, portez-vous bien.